même très convivial et sympathique. Euh, Vous êtes bien installés et vous allez pouvoir surtout interagir avec les intervenants, ce qui est plus facile dans un format comme celui-là. Donc cet après-midi, on va parler de l'assurance. Est-ce qu'on va pouvoir toujours s'assurer dans 20 ans? Mais après, l'après-midi, enfin, après cette table ronde, il y en a une deuxième sur le pouvoir de la création d'entreprise et notamment le pouvoir autre que celui de faire des profits, même si c'est sa vocation initiale. Donc le pouvoir d'agir sur l'environnement, sur la société, etc. Donc je vous invite avec des speakers aussi formidables que ceux que nous allons inviter à nous rejoindre tout à l'heure. Alors là, maintenant, je laisse Charles, qui est Charles Znati, le président du MEDEF Paris, introduire notre prochaine table ronde sur la question de l'assurance. À tout de suite. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui n'ont pas vécu les talks précédents, bienvenue dans cet espace talk qui est une des nouveautés de la REF qui évolue chaque année. Donc voilà, c'est un format qu'on inaugure avec vous. On est ravis de vous accueillir. Comme l'a dit Anne-Cécile, c'est l'occasion d'avoir un échange très interactif, très libre entre les différents intervenants et puis toutes les personnes qui sont présentes dans la salle et qui sont intéressées. Le sujet tel qu'il est formulé, c'est est-ce que nous pourrons encore nous assurer dans 20 ans? En ce qui me concerne, je l'espère. Donc, mais on va savoir ça. Donc, merci à nos intervenants qui nous font l'honneur de venir participer à cette rencontre. Je vais laisser à Cécile le soin de vous présenter. De notre point de vue, c'est pas Florence Lussmann qui est devant moi qui va me contredire, mais l'assurance, c'est plus que jamais un produit de première nécessité, quelque chose qui est extrêmement important socialement, qui est très déterminant, euh, et avec des enjeux qui nous interrogent parce que euh, on voit bien que l'exception devient de plus en plus présente dans la vie de tous les jours. Et en fait, il suffit d'allumer sa télé ou un écran quel qu'il soit pour se rendre compte que finalement il se produit sans arrêt des choses qu'on n'imaginait pas, qu'on pensait impensables. Donc voilà, donc comment continuer à assurer le risque dans une société où le risque semble devenir de plus en plus prégnant, de plus en plus incontrôlable. Donc voilà, donc je laisse la parole à Anne-Cécile et puis à nos intervenants et je vous remercie de votre participation à ce talk. Merci Charles, merci beaucoup. Alors, donc Charles me laisse le soin d'inviter nos intervenants à nous rejoindre. Je vais vous appeler l'un après l'autre. Il est directeur général de AEMA Group, qui regroupe Massif, Aesio Mutuel, Abeille Assurance et Ophi Invest. Je suis heureuse d'accueillir Adrien Couret. Elle est directrice de recherche au CEVIPOF à Sciences Po et membre de Red Team. Bienvenue à vous, Virginie Tournay. Il est le vice-président de l'AMRAE, directeur des risques et des assurances de Sonépar. Venez nous rejoindre, François Baume. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. On l'a vu dans le propos introductif de Charles, les catastrophes naturelles se multiplient et la population vieillit. Ça, je ne sais pas si on l'a dit, mais enfin, en tout cas, ça fait partie du sujet, de sorte qu'on se demande si on pourra toujours être assuré d'ici 20 ans. Alors pour démarrer ce talk, je vais donner la parole à Virginie Tournay. Virginie a élaboré pour nous un scénario dans le but de nous transporter par la pensée jusqu'en 2045 dans le monde de l'assurance. Un futur, vous allez le voir, un peu dystopique, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, j'aimerais vous présenter Virginie. Vous êtes donc chercheuse et aussi autrice de science-fiction.
Et c'est pourquoi vous avez été recruté par l'initiative Red Team Défense, lancée en 2019 par l'agence Innovation Défense. Alors avant de partager votre scénario et de me rejoindre, je vais vous laisser la place, est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots ce que c'est que Red Team ? Oui, bonjour à tous. Alors, l'initiative Red Team Défense, c'est une expérimentation collective qui a été initiée par l'Agence Innovation Défense du ministère des Armées. Donc concrètement, ça consiste à mettre autour de la table des dessinateurs, des designers, des auteurs de science-fiction, en lien avec des experts militaires, dans l'idée, en fait, d'imaginer ce que pourraient être les futurs de la conflictualité, de la guerre, sur un horizon 2030-2060. Alors, on ne produit pas des scénarios probables en termes de prospective scientifique, mais des scénarios plausibles, dans l'idée d'avoir un regard un peu plus large sur ce domaine de l'incertitude. Très bien, alors je vous laisse enchaîner. Vous avez écrit pour nous un scénario. Alors, je vais partager avec vous la lettre d'un citoyen adressée le 6 juin 2045 à la direction de son assurance mutualiste. Monsieur le directeur général, je suis un fidèle client d'Albatros. Ma confiance vient du fait que vous êtes l'un des 3 opérateurs d'assurance majeurs qui dominent actuellement le marché français. Vous êtes réputé tant pour votre expertise dans la prévention et le suivi des sinistres que pour votre réactivité à proposer de nouvelles offres de couverture en réponse aux risques émergents. Cela fait maintenant plus de 25 ans qu'Albatros m'apporte une large protection contre les divers aléas de la vie. Néanmoins, j'ai pris la difficile décision de vous quitter pour la compagnie chinoise Longbao, plus connue en France sous le nom de Dragon Protecteur. Les augmentations graduelles des tarifs de couverture atteignent aujourd'hui près de 40% de mes revenus annuels. Je n'arrive donc plus à suivre. Vous avez été pourtant les premiers au niveau européen à souligner l'importance de la prévenance pour faire baisser nos cotisations. Vous avez incité vos clients à utiliser des matériaux intelligents pour préserver les habitations de la sécheresse et des inondations, toujours plus difficiles à contenir. Vous nous avez sensibilisés aux outils de pointe pour lutter efficacement contre la cyberpiraterie. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'admets volontiers que même si mon investissement de départ dans ces technologies a eu un coût, il a été salutaire, puisque ma responsabilité civile n'a pas été engagée dans l'accident de la route causé par la cyberattaque de 2034 qui provoqua 280 morts sur le périphérique sud-parisien. Heureusement, le piratage de l'algorithme traitant les interactions véhicule-route a été détecté à temps par le système d'exploitation de mon véhicule intelligent, provoquant son immobilisation automatique sur la bande d'arrêt d'urgence, contrairement à d'autres qui ne sont malheureusement plus là pour en parler. En tant que citoyen, j'ai été bien protégé. Mais en tant qu'industriel du bâtiment, cela a provoqué chez moi un déclic. Comment rester insensible à la faillite des 2 entreprises spécialisées dans les infrastructures de transport routier qu'aucun groupe, qu'aucune assurance n'avait voulu ni n'avait su correctement couvrir face au risque de cybersabotage. Faute d'avoir mutualisé efficacement la gestion du risque systémique, l'État fut obligé d'attribuer ce marché du transport routier à une compagnie chinoise, seule candidate pour la relève. Cet événement, qui causa un traumatisme à l'échelle européenne, modifia fortement les attentes de vos assurés, qui depuis souhaitent des accompagnements très individualisés, quitte à communiquer à leurs assureurs des données de plus en plus personnelles. Et on le voit très bien avec la consommation énergétique. Une large partie de la population accepte la traçabilité en continu de sa consommation. L'idée est d'être assuré d'une redistribution équitable lors des perturbations de fourniture en électricité qui deviennent de plus en plus fréquentes. Mais c'est vrai que ce comportement collectif aurait été impensable il y a seulement une vingtaine d'années. Mais ce qui m'a décidé à me tourner vers Longbao, c'est sa capacité à prendre en charge l'aléa biologique et à accompagner au mieux le vieillissement des miens, de ma famille, grâce à sa fabuleuse trouvaille technologique. Un nanorobot intelligent, directement ingérable, qui traite en temps réel des milliers de paramètres biologiques, lesquels sont automatiquement recoupés avec mes antécédents médicaux et mes examens d'imagerie.
Attirée par la curiosité de leur spot publicitaire, j'ai donc avalé cette pilule gracieusement distribuée. À partir de ces données accumulées, l'assureur chinois m'a détecté un cancer du poumon à un stade très précoce. Bon, vous savez, je n'ai jamais été un accro de la télématique médicale. Mais cet essai est en train de me sauver la vie. Longbaho propose de déterminer ma cotisation en fonction de mes efforts alimentaires et de la régularité de mon activité sportive. Il m'offre des bons de réduction sur des compagnies aériennes et même des invitations à des spectacles. Évoquer ces aspects consuméristes peut paraître un peu trivial et incompatible avec l'idée de bien commun. J'en ai pleinement conscience. Mais est-il moralement si répréhensible que les personnes s'adonnant à des traitements éprouvants en termes de qualité de vie soient soutenues par de meilleures offres commerciales ? Recevoir une paire de baskets sponsorisées comme encouragement à suivre un régime est une très bonne chose pour le patient. En ce qui me concerne, c'est une culture du développement personnel qui relève du bien commun. Je vous remercie de votre compréhension. Merci infiniment, Virginie. Alors, je vous redonne votre place. On re-switch. Merci beaucoup. Alors, je voudrais faire réagir les assureurs. Enfin, les assureurs, non. D'abord, l'assureur de la table ronde et puis ensuite le spécialiste des risques. Alors, Adrien Couret, que vous évoque cette fiction de Virginie Tournay? D'abord, bonjour à tous. Et je voulais vous remercier pour ce petit morceau de bravoure qui consiste à vous intéresser à 14h30 à l'assurance. Vous allez voir, c'est une matière qui est passionnante. Alors, si on était en 2034, et je suis sûr que si j'étais encore en poste, je prendrais ma plus belle plume pour répondre à ce sociétaire. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans la logique de scénario et de science-fiction, c'est qu'est-ce que ça nous dit de la situation d'aujourd'hui. Et je trouve que dans votre scénario qui est remarquable, on sent bien quelques tensions que l'on vit aujourd'hui dans notre secteur et qui annoncent probablement des changements importants à venir, ou en tout cas qui font qu'on se pose la question aujourd'hui, pourra-t-on s'assurer dans 20 ans? Le premier, c'est l'élévation des risques vraiment systémiques, c'est-à-dire des risques qui ont une ampleur extrêmement significative, risques climatiques, vieillissement de la population. On peut penser évidemment au Covid qu'on a connu il y a quelques années. Interdépendance entre les risques. Le changement climatique, on pense assez naturellement à des catastrophes naturelles, mais ce sont des effets importants sur la santé. Et puis des effets pas toujours anticipés. Tout le monde, quand on parle du Covid-19 et d'une pandémie, tout le monde s'attendait à un grand risque sur la santé. Le gros sujet, le sujet le plus important, ça a été sur l'interruption de l'activité. Donc un sujet très, très différent. Donc premier élément, l'élévation de ce niveau de risque systémique extrêmement important. Deuxième sujet, c'est face à cette réponse systémique, la nécessité dans votre scénario de mobiliser différentes responsabilités. Le risque, ce n'est pas que le sujet de l'assureur, il est très important, mais on voit que c'est d'abord la question de la personne qui est assurée, que ce soit un particulier ou une entreprise. Dans notre industrie, ça va être aussi des réassureurs, ça va être des pouvoirs publics, les sujets technologiques qui sont engagés, qui peuvent également rentrer là-dedans. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. Et puis la question un peu sous-jacente, elle est entre l'individualisation du risque. Je suis contente qu'on me donne une petite récompense d'assureur sur mon tarif d'assurance parce que je rentre dans un programme de prévention. Et en même temps, on pointe du doigt les insuffisantes mutualisations, c'est-à-dire la gestion collective du risque. Alors, et aujourd'hui, on est un peu sur une tension par rapport à ça. Très bien. Alors, je voudrais faire réagir aussi François Baume, qui est vous êtes plutôt côté entreprise qui achète des assurances et qui prévient aussi des risques. Enfin, racontez-nous un peu. C'est ça, effectivement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis côté risk manager, côté entreprise, côté entreprise ou organisation. Il n'y a pas que des entreprises qui font de la gestion des risques. Et de notre côté, tout commence par l'identification du risque. Et donc c'est ça qui me frappe aussi dans le scénario de Virginie, c'est que le sociétaire, en l'occurrence, il était assuré par un assureur mutualiste. Il a fait de la prévention, il a intégré, bien malgré lui, il le mentionne, mais finalement, il s'en est pas senti plus mal des principes de prévention. Donc il a fait une démarche d'identification, d'évaluation et de traitement de ces risques pour améliorer sa situation en prenant un certain nombre d'actions qui vont d'abord lui apporter un bénéfice à lui, mais aussi
rendre plus pérenne l'opération d'assurance. Et effectivement, là, je vous rejoins, Adrien, tout commence par cette activité de prévention et de gestion des risques qui rend l'individu, l'entreprise, la société de manière plus large résiliente instantanément, mais aussi sur le long terme, parce que dans sa lettre, il mentionne 2034, 2045. C'est une activité qu'il a l'air d'avoir mis en place de manière plus ou moins continue, plus ou moins volontaire, plus ou moins réfléchi aussi. On fait tous de la gestion des risques, parfois un peu comme M. Jourdain, sans vraiment le savoir ou sans l'avoir conscientisé, et parfois de manière beaucoup plus systémique, organisée, comme on le fait dans une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est une somme de personnes, une somme d'activités, et donc il faut s'organiser pour faire en sorte que tout un chacun, au sein de l'entreprise, quel que soit notre profil culturel, notre lieu de résidence, notre background académique, finalement, on ait une attitude face au risque qui soit plus ou moins la même, celle que l'entreprise attend, qui permet à tout le système de fonctionner, et du coup, qui permet à l'assureur, parce que l'entreprise, elle est là pour prendre des risques. Pour prendre des risques, elle a besoin de les gérer en interne, mais elle a aussi besoin, souvent, quasiment tout le temps d'ailleurs, d'avoir un partenaire assureur et assureur pour cofinancer une partie de cette prise de risque-là. Et du coup, pour que ce système fonctionne, que les deux soient synchronisés, il faut que le travail interne ait été fait. C'est ça qui conditionne l'opération d'assurance et sa pérennité. Et après, comme le disait Adrien, il y a des risques qui sont tels, qui dépassent la capacité d'absorption propre de l'entreprise individuellement, du marché de l'assurance, et qui du coup vont rebondir sur les pouvoirs publics. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est on se pose la question de savoir si on va pouvoir toujours s'assurer dans 20 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans un changement de cycle, mais dans un vrai changement de paradigme dans le monde de l'assurance? Tous les deux. Oui, sur ce sujet-là, on pourrait aborder quasiment tous les risques, mais je trouve qu'il y a un risque depuis quelques années sur lequel on est en train de toucher du doigt, tant du point de vue individuel que des entreprises, la bascule, c'est le changement climatique. Et nous, assureurs, on est aux premières loges de ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on voit chaque année la charge qui s'accroît, elle est aujourd'hui 3 à 4 fois supérieure à ce qu'elle était en moyenne les années passées. Elle doit être dans les années à venir 3 à 4 fois supérieure à ce qu'elle va être dans 10 ou 20 ans. On arrive sur une problématique de soutenabilité. Ça, c'est la vision de l'assureur. Vision après des assurés et des territoires. On commence à voir des enjeux qui se posent, et de façon, je dirais, tout à fait substantielle, y compris en France, qui sont nouveaux. On commence à parler de déplacés climatiques en France. Alors ça concerne des toutes petites portions de territoire. C'est l'exemple, évidemment, dans les Hauts-de-France, à l'automne dernier, des 2 vagues d'inondations, où on se rend compte qu'il y a des zones du territoire qui sont tellement exposées que ça devient compliqué d'y vivre, d'y exploiter une activité économique, d'y cultiver pour l'agriculture. Et donc, ça embarque des raisonnements qui vont au-delà simplement du changement de l'assurance et du fait que l'assurance coûte plus cher, c'est plus compliqué. C'est que globalement, il y a une réflexion globale du risque à faire qui engage toute une chaîne d'acteurs, des personnes qui vivent sur un territoire, aux collectivités locales, aux entreprises qui travaillent, aux assureurs et aux assureurs. Ce changement de paradigme, il est là, c'est sur la prise de conscience que dans un pays comme la France où s'assurer est relativement facile, une bonne couverture à un bon coût, ça se trouve. Et en fait, ce changement-là est en train de se faire. Et ce changement, il existe déjà dans d'autres pays où certaines zones du territoire sont coupées à l'activité économique pour des raisons d'assurance, mais en fait fondamentalement parce que le contexte environnemental est en train de changer. Alors, je vais vous demander à vous, François Baume, en tant que spécialiste des risques, si vous confirmez aussi cette idée du changement de paradigme de votre point de vue. Et ensuite, on verra comment on va pouvoir faire pour essayer de quand même trouver des solutions à cette situation qui est un peu anxiogène. C'est un peu ce que disait Adrien, le risque c'est un objet vivant, enfin, quasiment vivant, donc ça suppose qu'il évolue, il y en a des nouveaux, la nature ou la magnitude de certains risques historiques qu'on avait tous l'habitude de connaître change parce que les technologies, les techniques, le progrès, les usages évoluent, puis les attentes aussi de la société, et du coup il y a une forme de darwinisme organisationnel qui nécessite que nos organisations s'adaptent. Donc pour s'adapter, il faut avoir identifié quelle est la variation, et sur la base de cette variation, prendre des mesures qui sont de nature à ramener le risque à un niveau plus soutenable, que ce soit en termes de fréquence, d'intensité ou de caractère systémique. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau, ça existait avant, ça existait depuis que l'ALEA existe, donc depuis la nuit des temps.
Et l'assurance existe depuis plus récemment que l'aléa n'existe d'ailleurs. Mais ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Et du coup, ce qui est nouveau finalement, peut-être, c'est la vitesse d'accélération. Parce qu'Adrien parlait du climat, mais il y a aussi les risques cyber, tout ce qui est digital, ça va très vite. C'est par nature de construction systémique. Il y a aussi des mécanismes d'inflation sociale. Il y a pléthore de mécanismes finalement qui viennent ajouter des nouveaux risques, qui viennent se percuter et qui ont, pour certains d'entre eux, la capacité à se réaliser de manière simultanée un peu partout dans le monde. Et quand on est une entreprise à présence dans plusieurs pays, quand on est un assureur qui assure cette entreprise dans plusieurs pays, on n'est pas à l'abri que tout ça arrive au même moment. Et donc là, il faut arriver à modéliser tout ça. Et pour modéliser ces nouveaux risques ou ces nouveaux comportements de risque, finalement, les modèles du passé, aujourd'hui, commencent à être un peu insuffisants ou dépassés, qui doivent être complétés, réinventés, et intégrer plus, finalement, les mécanismes internes des entreprises d'identification, de prévention et de gestion du risque au global, avec l'objectif de renforcer la résilience. Cette prise en compte de la résilience doit être mieux intégrée dans les modèles. Adrien Couret, le secteur de l'assurance quand même est un secteur qui est assez riche, enfin, il me semblait, enfin, je croyais. Il n'y a pas les ressources nécessaires pour assumer votre rôle ? Je pense qu'il faut bien avoir quelques repères en tête. Et pour vous donner un chiffre un peu marquant, finalement, le quoi qu'il en coûte qui a accompagné le Covid, qu'on pourrait considérer comme une sorte de super assurance qui a été apportée par l'État, ça a été à peu près 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, c'est les fonds propres du secteur de l'assurance privée en France. Dit autrement, si on avait attendu simplement du secteur de l'assurance privée en France, qu'il assume par lui-même tous les impacts du Covid, il aurait fallu le rayer d'un trait de plume. Dit autrement, l'assurance, elle peut faire beaucoup de choses, mais face à des risques systémiques, c'est bien une chaîne d'acteurs qui doit être mobilisée. La question de la prévention et de l'adaptation aux risques, qui concerne d'abord les personnes qui sont assurées, et puis après aux assureurs d'en tenir compte. La question des réassureurs, l'investissement technologique. On est évidemment des assureurs, on est aussi des investisseurs. Et aujourd'hui, on regarde beaucoup de solutions technologiques qui permettent de minorer les effets du changement climatique. Et puis, sur la question de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire comment faire en sorte que dans un pays, on maintienne quand même une plus large partie de la population qui est couverte en assurance. Quelque chose qui est spécifique à la France, c'est l'existence de dispositifs publics-privés, dont le plus emblématique est le régime des catastrophes naturelles, qui est co-géré entre l'État et ces dispositifs-là, ils permettent de garantir une sorte de degré de solidarité, et on pourrait imaginer qu'il existe par ailleurs. Je vois Florence qui est là. On s'est bagarré avec Florence pendant le Covid pour la création d'un régime de catastrophe exceptionnelle, qui avait un petit peu la même approche et la même logique. Donc les risques systémiques de demain, donc l'assureur restera central, un pivot notamment dans l'accompagnement au quotidien auprès des entreprises et des particuliers, mais sur les moyens à mobiliser, et c'est déjà le cas aujourd'hui, il faut regarder les choses de façon beaucoup plus large parce que, comme vous l'avez très bien dit, le risque change fondamentalement de nature. Et peut-être une réaction ou un complément justement à ce que vous disiez. Sur le Covid, si on regarde, et vous le disiez tout à l'heure dans votre propos introductif, Adrien, une bonne partie des conséquences économiques du Covid, c'était ce qu'on appelle en jargon assurantiel la perte d'exploitation sans dommage. Donc un arrêt d'activité qui finalement n'est pas pris en charge par le marché de l'assurance parce qu'il n'y a pas de fait générateur. Donc ça revient à dire que finalement, cet effet majeur et massif, il a été assumé par qui ? Par les entreprises, par vous et moi en tant que contribuables, parce qu'in fine, derrière, c'est l'État qui est venu apporter une garantie et permettre au tissu économique de continuer pour ceux qui en avaient besoin. Et donc, tout ça, finalement, ça repose sur la résilience des entreprises et des organisations. Et cette résilience des organisations, elle est intimement liée à leur activité de gestion des risques, à leur maturité de gestion des risques et au process qu'ils ont pu mettre en place pour justement traiter toute cette chaîne et éventuellement le financer tout seul, le financer collectivement avec le marché de l'assurance et parfois avec l'État. J'aimerais illustrer cette interdépendance sur un sujet vraiment très concret parce qu'il nous arrive d'être interpellés sur un registre. Vous n'assurez pas, par exemple, le risque cyber, qui est un risque nouveau et sur lequel on n'est pas à l'aise. Mais je voudrais faire le parallèle avec le risque automobile, qui est vraiment le risque le plus basique et connu. Il ne viendrait à personne à l'idée, vous trouvez tout à fait normal qu'un assureur n'assure pas quelqu'un qui n'a pas son permis. Ça veut dire que pour que l'assureur aille sur un marché, il faut qu'il y ait un minimum de confiance qui soit établi dans le marché et dans l'environnement et de critères de base. Sur de nouveaux risques qui émergent comme la cybersécurité, vous avez des entreprises, j'ai presque envie de dire, elles n'ont pas leur permis. Elles exercent leur activité sans avoir implémenté, mis en place des règles de base de prévention, de sécurité
Je ne parle pas de ce qui peut exister dans les grandes entreprises, je parle vraiment de réflexes presque vitaux de préservation. Et donc dans tous ces nouveaux risques qui émergent, il y a cette construction presque du marché autour du risque qui est à faire, qui peut permettre ensuite à l'assureur d'intervenir de façon... Et d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on propose en cybersécurité, c'est beaucoup plus des services de prévention dans un premier temps, que tout de suite la couverture assurantielle, en particulier auprès des TPE ou des PME. Donc moi j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail sur les solutions. En dehors d'augmenter les primes d'assurance, vous avez parlé d'une meilleure coopération État-entreprise, un petit peu, et aussi d'une meilleure prévention. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans les solutions que vous envisagez en tant qu'assureur là-dessus, parce qu'on est là pour savoir si dans 20 ans, on pourra assurer nos boîtes et on pourra s'assurer personnellement également. Oui, il y a globalement 2 ou 3 grandes orientations. Il y a évidemment la question de la prévention qui est clé, mais qui n'est pas en premier lieu le sujet de l'assureur. L'assureur, il accompagne. Mais j'espère qu'en tant que chef d'entreprise, déjà aujourd'hui, vous regardez quel est l'impact de l'environnement, de risque sur votre entreprise. Si ce n'est pas votre assureur qui s'en préoccupe, un jour, ça sera votre banquier qui analyse votre note de crédit ou ces éléments-là. Donc, accompagner, analyser les données. On est en train de travailler également au niveau de la profession pour qu'il y ait une cartographie un peu homogène de l'exposition au risque sur les territoires. On accompagne également entreprise par entreprise des dispositifs qui permettent de minimiser l'impact d'une catastrophe naturelle sur un site. Il y a de plus en plus de technologies qui émergent, qui par exemple créent des sortes de bulles de sécurité autour d'un site ou autour d'une maison en cas d'inondation. Donc on accompagne ces solutions-là. Donc la dimension de prévention, elle est absolument clé. Elle peut aussi revenir à dire qu'il y a des territoires où il faut réfléchir à déplacer des infrastructures. Dans notre métier de gestion d'actifs, on analyse des boîtes en disant celles-là, on ne veut pas y aller parce qu'on pense que demain, elles auront des actifs échoués. Sur l'indemnisation, il faudra des augmentations tarifaires, mais parce que de plus en plus, l'assurance va être un investissement plutôt qu'une source de charge de frais généraux telle qu'elle est perçue aujourd'hui. Donc la dimension de prévention, elle est clé. Après, la dimension pouvoir public, partage du risque, c'est la question de l'acceptabilité sociale. Et là encore, on a la chance en France d'avoir des dispositifs qui permettent de garantir des filets de sécurité. On a mis 10 ans, avec beaucoup de lobbying de la profession, pour obtenir une augmentation de ces ressources-là. Moi, je pense que demain, il va falloir continuer à sensibiliser nos gouvernants par rapport à ces éléments-là. C'est presque un élément qui va devenir régalien, en réalité, pour les pouvoirs publics. C'est créer les conditions de sécurité, là pour le coup climatique, qui permettent le développement économique et dont tout le monde pourra bénéficier. Alors, je voudrais me tourner vers vous, Virginie, parce que Virginie Tourné, en tant que chercheuse, vous avez aussi beaucoup travaillé sur la confiance sociale. Que vous inspirent les propos que vous venez d'entendre là? C'est vrai qu'en vous écoutant, mon sentiment est que vous êtes... Est-ce qu'on l'entend bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. Alors, mon sentiment, c'est que vous êtes finalement confronté à un double défi. Vous devez, ça a été dit à plusieurs reprises, vous devez couvrir des risques qui deviennent de plus en plus systémiques. Il y a une multiplication des indicateurs de ces risques, on va vers de plus en plus d'expertise, on met à l'épreuve la résilience organisationnelle, et en même temps, on fait aussi émerger des nouvelles prises de conscience, notamment le fait que, par exemple, en termes de précision de risque d'exposition des territoires, eh ben, on est tous potentiellement des migrants climatiques, des réfugiés climatiques. Donc, ce premier défi, il se double d'un second qui est que finalement, vous devez contribuer à créer un sentiment collectif de sécurité. Donc, on est dans quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, on a une évaluation des risques qui est de plus en plus précise, et de l'autre, on a une prise de conscience que finalement, on est tous potentiellement des usagers qui vont subir des dommages. Et cette tension-là, je la trouve assez intéressante parce que je pense qu'à l'époque actuelle, elle est plus particulièrement marquée. Et l'autre point, c'est que pour garantir ce sentiment collectif de sécurité, bon, ça veut dire assurer la confiance sociale. Mais la confiance, c'est quoi ? Et c'est vrai que c'est un terme qui est extrêmement polysémique, qui est très difficile. Je pense que c'est la langue anglaise qui le décrit le mieux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois assurer une forme de confidence, c'est-à-dire la fiabilité des services et des produits,
une accountability, c'est-à-dire que l'assureur doit être en mesure de pouvoir rendre des comptes aux assurés quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Et puis, une autre dimension qui est souvent sous-estimée, c'est la dimension de trust, de confiance interpersonnelle. Le fait que finalement, on va rester avec cet assureur, et c'était aussi un peu ce que j'ai essayé de traduire en filigrane dans cette lettre, c'est qu'il a quand même du mal à quitter son assureur parce qu'il se sentait proche de lui, il y avait une espèce de fidélité. Et ces trois dimensions, en fait, doivent en quelque sorte être tenues par l'assurance. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est un défi qui est particulièrement difficile. Et puis, l'autre point, c'est qu'on voit de plus en plus que les attentes des gouvernés vis-à-vis des gouvernants est de plus en plus forte. Dans le domaine de la santé, par exemple, je pense qu'on est beaucoup à avoir oublié l'épidémie de 68 de grippe A, qui a fait le tour du monde, qui a tué 1 million de personnes et qui n'a provoqué absolument aucune alerte sanitaire gouvernementale. Aujourd'hui, ça serait impossible. Et la sensibilité à la mort, la sensibilité à l'aléa biologique est beaucoup plus forte. Et au CEVIPOF, on a montré dans un récent sondage que autant dans les générations après 45-50 ans, la question de la gestion de la santé est considérée comme étant du domaine de la responsabilité individuelle et personnelle, tandis que pour les générations nées dans les années 80, génération Y, il y a ce sentiment que ce sont les pouvoirs publics, les acteurs privés, qui doivent prendre en charge l'aléa biologique. Et donc il y a une espèce d'inversion de charge de la preuve qui fait que finalement l'accountability, les attentes des assurés vont par définition devenir de plus en plus fortes, même si objectivement, on a quand même une meilleure qualité de vie, on vit globalement très bien. Donc il y a cette espèce de tension entre la montée en puissance de risques systémiques, réels, climatiques, environnementaux, les pathologies du vieillissement, et en même temps un abaissement du seuil de la sensibilité au risque par les citoyens. Et donc, voilà, difficile. Merci, c'est très intéressant. François Abon, l'anticipation et la gestion des risques, c'est votre sujet quand même. Comment être meilleur collectivement ? Alors du coup, on revient à la question de confiance qu'évoquait Virginie. Et être meilleur collectivement, finalement, c'est progresser sur cette capacité individuelle et collective à gérer des risques. Et donc c'est aussi pour ça que nous l'AMREI, l'Association pour le management des risques et l'assurance dans l'entreprise, l'Association des professionnels du risque, on a mis à disposition en fait de tout un chacun des outils informatiques qui permettent à une entreprise, à une collectivité locale, de faire sa propre cartographie des risques, avec l'aide du MEDEF, justement. Dans les territoires que vous évoquiez, Adrien, il y a des correspondants des MEDEF territoriaux qui ont été formés à cette méthodologie et qui gratuitement peuvent vous aider à mener à bien cette identification, cette évaluation, cette hiérarchisation des risques, pour mettre en exergue les zones sur lesquelles il est urgent et intéressant d'agir pour renforcer votre résilience, réduire ces risques et finalement approcher ensuite le marché, définir vos besoins d'assurance et approcher le marché de manière beaucoup plus pérenne et facile. Donc ça, c'est la première action. Et la deuxième action, pour des entreprises finalement de toute taille, mais aujourd'hui un peu plus grosses, il y a un sujet aussi d'auto-assurance, d'être capable de financer soi-même une partie des risques que le marché ne voudra pas prendre. Et ça se fait notamment par le biais, pour les grandes entreprises, de Captive. Donc c'est une société d'assurance ou de réassurance, mais qui est une filiale d'un groupe qui n'est pas un assureur. Et cette Captive va contribuer finalement à structurer le plan de financement du groupe et repositionner l'assureur, les assureurs, le marché de manière beaucoup plus efficace dans le transfert de risque. Ça, c'est plutôt pour des entreprises de taille moyenne à grande, mais il y a aussi d'autres dispositifs d'auto-assurance qui pourraient utilement être mis en œuvre pour finalement que n'importe quelle entreprise puisse structurer pour partie son auto-assurance en complément du marché pour les zones sur lesquelles le marché ne répond pas forcément à la perte d'exploitation sans dommage ou d'autres risques,
Et de ce fait-là, on recrée une synchronicité entre les actions de l'entreprise, les résultats de prévention qui vont être bénéfiques à l'entreprise d'abord, au marché de l'assurance, et puis finalement au pouvoir public et à nous en tant que citoyens. Donc on recrée un climat de confiance, une bulle de confiance, et on permet à ce système d'être efficace à plein et de partager de l'information pour être pérenne dans le temps. Adrien Couret, comment reprendre la main en fait sur la prévention et plus être sur la réaction toujours en fait. Comment il y a sûrement des choses à faire. Enfin, vous y avez évidemment réfléchi en tant qu'assureur. Vous me disiez quand on a préparé, il y a encore des choses absurdes qui se produisent. Oui. Alors, qui pourraient être arrêtées, qui déjà nous feraient gagner. En fait, la prévention, c'est comme la notion de confiance. Elle se joue à plusieurs niveaux. Il y a un niveau, je dirais, micro, ce qui est celui de la relation entre un assuré et un assureur, qui est celui de son analyse de risque qu'on doit faire. Donc là, on a une forme de responsabilité face à soi-même. Par contre, je pense qu'il y a des sujets qui sont plus larges et plus globaux, où nous, notre rôle, ou un peu notre rôle, je ne vais pas dire qu'il s'arrête, mais notre capacité d'intervention devient plus limitée. En revanche, on a un rôle d'alerte. C'est typiquement quand on voit des implantations d'exploitation ou d'habitation qui se font dans des zones où potentiellement demain, ça ne va plus. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu vu, qui est peu développé. C'est à la fois une question de sécurité des personnes. Un jour, il y aura des mises en cause de responsabilité qui seront faites localement, comme on l'a eu par le passé sur d'autres sujets de responsabilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un rôle politique qui est de lever le doigt en disant « Attention, sur le plan des risques, il y a des choses anormales qui sont en train de se passer. » Et c'est collectivement, c'est à vous au niveau des politiques de le faire. L'exemple des inondations dans les Hauts-de-France, c'est un très bon sujet. Les gens finissent par se poser des questions, de se dire mais comment ça se fait qu'on a été inondé 2 fois de suite? Comment ça se fait qu'on ait construit à cet endroit? Comment ça se fait qu'on ait artificialisé les sols? Comment ça se fait que les canaux n'aient pas été entretenus? Et là, on a découvert qu'il y avait une chaîne, un millefeuille de responsabilités au travers duquel il fallait aller trancher. Nous, je crois que notre rôle, et c'est ce qu'on fait collectivement, notamment avec notre fédération, c'est de pointer du doigt ces sujets-là. Pour prendre un sujet d'actualité, là aussi pour vous montrer que c'est partout, c'est pas que sur les catastrophes naturelles. Vous avez vu sans doute ces derniers jours un assureur mettre en cause le maintien de l'ordre de l'État en Nouvelle-Calédonie. Parce que Nouvelle-Calédonie, c'est simple, c'est 2 milliards d'euros de dommages identifiés du fait des émeutes, c'est 200 millions d'euros de cotisations. Je ne sais pas quel chef d'entreprise dans n'importe quel secteur se dirait que là, il y a un truc qui est pérenne. Mais fondamentalement, ça rejoint la question de confiance. Il y a quand même un rôle de l'État qu'on doit rappeler, ce qui est de garantir à ce niveau macro la condition d'exercice, alors de l'activité des citoyens, mais aussi de l'activité des assureurs. Mais tout ne pourra pas reposer sur l'État, il y a aussi les... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sujet qui est clé, à un moment on recherche des compromis, des consensus sur des sujets qui font sens commun et partagé. La question de comment j'habite demain sur un territoire, comment je travaille demain sur un territoire, comment j'exerce une activité économique sur un territoire, c'est un magnifique sujet et où la présence pour l'intérêt général de l'État est fondamentale. Si l'État n'est pas là, et si nous on ne l'appelle pas sur ces sujets-là, où va-t-il être? Et quel rôle, selon vous, pour l'innovation technologique? Alors, je pense qu'il est très important, sans verser dans le technosolutionnisme. On a de toute façon un sujet, si je reprends la question du risque climatique, on peut imaginer de se dire, bon, les maisons demain ou les habitations, elles sont construites au bon endroit, avec les bonnes normes. Mais il y a quand même la question de tout l'existant qui est là. Et on voit émerger des secteurs d'activité qui sont extrêmement innovants. Je vais prendre un exemple, mais... le secteur du débosselage. Alors, ça peut paraître très basique. Ce qui se passe après une grêle, notamment quand toutes les voitures sont en difficulté. Eh bien, il y a des vraies entreprises technologiques qui se développent pour suivre les nuages de grêle et être là à l'instant T et agir de façon très rapide. Et ce sont des entreprises internationales qui partent d'Espagne pour finir jusqu'en Europe du Nord, pour intervenir à un instant T, agir extrêmement vite. Mais également, si je reviens sur la prévention, on informe aujourd'hui beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt en cas de sinistre. Donc on progresse, les secteurs d'activité progressent, la façon de bâtir, elle progresse aussi. Il n'y a pas de baguette magique, c'est juste un travail long et patient de coopération entre secteurs d'activité. Adrien Couret, vous avez critiqué la directive FIDA qui permet à toutes les compagnies d'assurance en fait, d'avoir accès aux données des assurés pour pouvoir leur proposer des meilleures couvertures, des meilleurs contrats, les démarcher en fait. Et pourquoi vous avez critiqué ça? En quoi c'est mauvais pour le consommateur finalement?
Oui, alors je vous parle de FIDA, je ne sais pas si ça parle à grand monde. Non, mais enfin bon, c'est des alors c'est un projet de réglementations. directive européenne, Financial Data Access, qui est là pour ouvrir les données d'assurance, alors non pas aux assureurs, parce qu'on les a déjà, mais à n'importe quel apporteur de services, évidemment en vue de l'Europe, dans l'idée d'apporter de meilleures couvertures. De notre point de vue, c'est un sujet qui est dangereux, puisque dans le débat individualisation versus mutualisation, ça fait dramatiquement accélérer le curseur vers l'individualisation du risque des propositions d'assurance qui finalement ira bien pour quelques personnes ou quelques entreprises, mais rendra globalement l'assurance plus chère. Et puis ça pose la question de l'ouverture de nos données d'assurance, qui sont quand même des données très personnelles, au plus grand nombre. Et là, il y a un sujet d'éthique qui est absolument fondamental. Après, il y a un basique sujet de souveraineté. L'assurance, c'est un secteur très fort en Europe. Il y a un secteur sur lequel dont on peut être extrêmement fier. Faire ça, c'est ouvrir le secteur de l'assurance à des acteurs chinois, américains, qui ne seraient pas régulés de la même manière. Sachant que par ailleurs, la solidité de l'assurance, c'est la solidité du financement de l'économie, puisque nous sommes aussi des financeurs de l'économie. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je ne suis pas certain. Quand vous dites on a accès déjà aux données, mais vous avez accès aux données de vos assurés, pas des assurés des autres compagnies que vous pourriez aller démarcher. Enfin, oui, mais enfin, si vous voulez, le secteur de l'assurance, le secteur de l'assurance est un secteur extraordinairement concurrentiel. N'importe quel contrat d'assurance. Alors, je suis sur peut-être l'assurance du particulier, de la TPE ou de la PME, mais globalement, vous trouvez facilement 20 proposants. On a un taux de rotation de clients, de sociétaires, d'adhérents, d'assurés qui est extrêmement fort. Moi, ce que je vois quand je vois arriver un projet de directive comme ça, derrière la vertu de la plus de concurrence pour le client, alors que nos marchés sont déjà concurrentiels, c'est plutôt, et on l'a vu sur d'autres sujets, un travail de lobbying très efficace de certains acteurs, pas forcément européens, sur la réglementation européenne. Mais c'est déjà en cours ou c'est pas encore totalement? Le projet est en train de se construire, mais il est très avancé dans ses principes. Et là, je dirais que c'est le poids des chaînes qui est en train de se négocier. Très bien. François Baum, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, de cette directive, pas forcément grand-chose, parce que je suis extérieur à la première. Vous pouvez dire que c'est pas bien, ça va très bien. Non, mais de l'individualisation des données. Non, mais sur le sujet de la donnée, de manière générale, les entreprises ont leurs propres données. De plus en plus, pour celles qui sont grosses et qui sont soumises à d'autres directives européennes, la CSRD, etc., une partie de ces données vont être publiques au travers d'indicateurs. Donc ça permettra déjà, le côté positif, c'est que ça va permettre à une entreprise de se comparer avec ses pairs et puis à tout un chacun de se faire une opinion un peu plus éclairée ou objectivée par des chiffres. Mais si on regarde sur les risques qu'on a évoqués, le cyber, l'inflation sociale, le climat, tout tourne autour de la donnée en fait. Cette donnée, il va falloir la récupérer, la modéliser et en faire quelque chose en interne pour définir si oui ou non on va implanter notre nouvelle usine à tel endroit. Si oui, on le fait, comment on va le faire pour que ce soit sécurisé, ou au contraire, on va décommissionner progressivement pour la réimplanter, et si oui, où. Tout ça, c'est basé sur des informations, sur des données qu'on a récupérées, et pour partie, elles viennent du marché de l'assurance. Parce que le marché de l'assurance, il a je ne sais pas comment on peut le quantifier en termes de volume, mais des volumes de données très très conséquents, parce que moi, entreprise, j'ai les données de mon entreprise, partiellement de mon secteur d'activité auquel je peux avoir accès, mais par contre le reste, j'y ai pas forcément accès. Donc j'y ai accès par mon assureur, par mes assureurs, qui vont me partager cette information-là de manière travaillée, argumentée, etc., pour que je puisse en faire quelque chose, pour nourrir ma gestion des risques, ma prévention, et intégrer ça dans mon process pour être plus résilient. Donc cette donnée-là, elle est déjà partagée, vous en tirez déjà profit dans votre processus de souscription pour définir si oui ou non vous allez me faire une offre, et si oui comment, etc. Donc la question du partage mais de on données... n'envisage pas de la partager avec des concurrents, voilà, c'est ça le sujet de FIDA. Voilà, tout à fait, mais là du coup si on se place du point de vue purement du consommateur, sans cet aspect, on va dire, directive européenne sur la concurrence, du point de vue purement process de gestion de risque, on se nourrit de cette donnée-là en fait. Et cette donnée, elle est extrêmement importante et il faut qu'elle soit partagée d'une certaine manière. Pas forcément pour nourrir une concurrence ou pour appeler de nouveaux services, mais pour en faire une analyse qu'on va intégrer dans nos process pour finalement optimiser notre processus de gestion des risques à notre profit,
d'abord, avant tout, mais aussi au bénéfice de nos assureurs qui viennent derrière, parce que le site va brûler moins souvent, tout sera moins fréquent et ou moins conséquent. Merci On redémarrera plus vite. Merci à tous les trois. Alors, je voudrais ouvrir une petite session de questions-réponses. Qui a des questions? Alors, je crois que j'ai vu le monsieur avant, mais après ce sera vous. Pardon, je suis désolée. Et puis en plus, le micro est plus près de lui. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Jean-Louis Pierrel, Newman Mutuel. Puisqu'on est dans la prospective et qu'on essaie de se projeter dans 20 ans, moi je suis allé 20 ans en arrière et je m'aperçois qu'au niveau de la maladie, c'était surtout la collectivité qui payait. Avec la montée de la CSG et malgré l'augmentation due aux complémentaires qui sont prises en charge par l'entreprise, on voit bien que la part de l'entreprise baisse depuis 20 ans. Alors est-ce qu'on doit pousser le trait jusqu'au bout? Est-ce qu'on doit continuer à faire baisser ce poids de l'entreprise, de l'employeur du travail, pour que ça soit plus la richesse globale, d'autant plus qu'avec le vieillissement, on va avoir une montée vertigineuse, effectivement, des coûts, qu'on parle de l'EHPAD, de la dépendance, ou des fauteuils que l'on veut mettre maintenant dans le 100% santé. Qui veut répondre? C'est une question d'assureur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat qu'a ouvert Patrick Martin hier sur le financement de la protection sociale, mais je pense qu'on est en plein cœur du sujet. Peut-être pour l'ouvrir plus largement, au-delà de la façon dont c'est financé, la dépense de soins que l'on finance aujourd'hui par la sécurité sociale ou par les complémentaires, elle augmente. Et finalement, l'augmentation des tarifs des complémentaires et le déficit de la Sécu, c'est les deux faces d'une même pièce. Avec aujourd'hui quelques effets pervers qu'on avait pu au niveau je ne sais pas s'il faut dire le précédent ou l'actuel gouvernement, on va dire le gouvernement démissionnaire, voilà, puisque c'est le terme consacré, ouvrir des portes qui n'avaient pas été ouvertes jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'est-ce qui est du registre d'une sorte de solidarité nationale par le contrat d'assurance santé, c'est la question du contrat responsable, qui devait être un contrat sur les essentiels, qui est devenu un contrat universel, et donc ça pose les difficultés que vous évoquez. Je pense que c'est vraiment ce sujet-là qu'il faut aller. Souvent, les choses dérivent quand le filet de sécurité n'est plus un filet de sécurité. Et c'est vrai sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets de protection sociale ou plus largement. Donc, moi, j'espère que dans le gouvernement à venir, quel qu'il soit, on pourra reprendre ce travail-là sur quelque chose où l'intérêt des Français est important. L'intérêt des entreprises comme des assureurs est également assez fondamental. Merci beaucoup. Madame, est-ce qu'il y a un micro pour... Voilà, il est là. Merci. Bonjour, Florence Lustmann, présidente de la Fédération des assureurs, France Assureurs. Moi, j'avais une question pour vous, Virginie, parce qu'on n'y est pas revenu dans le panel. Vous avez évoqué, donc vous avez l'assuré a avalé sa petite pilule, et puis à un moment, vous avez dit, oui, et en plus, moi, je partage de plus en plus de données avec mon assureur parce que c'est mon intérêt. Et donc, effectivement, il est très, très éclairé, votre assuré. Il y a un certain nombre de projets de directives européennes. Adrien a cité FIDA. Et il y a une évolution que moi je trouve assez consternante, à la fois en Europe et en France, c'est de protéger les gens contre eux-mêmes. C'est-à-dire que si on pense à l'assurance santé, il y a 96% des Français qui sont couverts par une complémentaire santé. Nous, on a les moyens, ne serait-ce que parce qu'on sait échanger avec nos assurés tous les jours, si on le veut, de faire donc de la prévention active et personnalisée. Donc la vraie prévention, celle qui est aujourd'hui reconnue comme efficace. Et ce qui nous en empêche, en fait, c'est l'accès aux données. Et c'est l'accès aux données, même si les assurés individuellement ont envie de nous la donner. C'est-à-dire qu'il y a des pressions extrêmement fortes de collèges et d'institutions, qu'elles soient nationales ou européennes, dont le métier est de protéger les données. Et Dieu sait si nous, évidemment, on est sensibles à ça. Et d'ailleurs, bon, je touche du bois, on n'a pas eu de grande fuite de données dans notre secteur. Donc, bien entendu, il faut respecter les données de santé en particulier. Mais est-ce que vous pensez que socialement, sociologiquement, on est à un point de bascule, parce que ça, pour nous, ce serait très, très important, si on pouvait faire valoir que, en fait, les Français ou les Européens, ils sont prêts pour être mieux protégés en santé, pour mieux valoriser leur capital santé et pour mieux donc faire de la prévention,
à échanger plus avec leur assureur, ce qui voudrait dire qu'il faudrait revenir sur un certain nombre de réglementations qui, aujourd'hui, finalement, enfreignent la créativité des assureurs dans ce domaine. Virginie. Alors c'est une question très riche. Je ne sais pas si je pourrais vraiment y répondre de façon exhaustive, mais il y a effectivement une tension très forte du fait qu'il y a un arbitrage entre l'idée de sécurité collective et puis effectivement le périmètre de ce qui relève de la vie privée. Mais à partir du moment où on est dans une logique où le consommateur cherche, alors non pas à atteindre le risque zéro, on n'est pas forcément dans un populisme précautionniste comme disait Bronner, mais cherche vraiment à éviter ou à prévenir tout type de risque, il est clair que son acceptabilité à fournir ses données personnelles subit de moins en moins d'inhibition. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi un mouvement contre la dérégulation du marché de l'information et le risque que la donnée, on sait que ce n'est pas un élément brut, qu'elle est traitée et qu'elle est soumise à de multiples interprétations. Donc il y a, je dirais, ce double mouvement qui fait que d'un côté, effectivement, l'assuré, je pense, a beaucoup moins de barrières à l'entrée en ce qui concerne en fait la possibilité de fournir ces données, et en même temps, il est pris dans les contradictions, je dirais, de la numérisation de la société. Mais un point qui est, alors peut-être, je ne sais pas si c'est forcément inquiétant, mais le citoyen n'a pas forcément davantage confiance dans les pouvoirs publics que dans les institutions privées. La question de la géolocalisation, par exemple. Quand il y a eu l'application Stop Covid qui avait été mise en place, il y avait tout ce débat sur la géolocalisation et il y a eu une levée de bouclier contre le fait d'être géolocalisé. Mais vis-à-vis d'Uber ou vis-à-vis, je dirais même, de certains services des industries créatives, il n'y a pas de problème. Donc il y a une tension très forte entre le fait de se sentir usager d'un service public ou le fait de se sentir client. Et on n'a pas du tout les mêmes barrières à l'entrée en fonction du type de service, en fonction du type d'acteurs qu'on a en face de nous. Est-ce qu'il y a une autre question ? On peut encore en prendre une. Oui, madame ? Le micro est là. Attendez. Tenez, je vous en prie. Vous vous présentez. Oui, je me présente. Oui, Yolande Blondet. Donc on vous entend pas. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Yolande Blondet, j'accompagne les entreprises dans leur transformation durable. Vous avez hier animé un atelier sur la CSRD. On y parle de double matérialité et d'approche des risques et des opportunités. Je souhaiterais savoir comment la MRAE s'approprie cette notion en complément de l'outil fait par le MEDEF et la MRAE que vous avez cité et que je voudrais inviter à aller regarder tout membre du MEDEF, que ce soit TPE ou PME, c'est très bien fait et tellement accessible. Et qui, pour moi, est la première marche à la double matérialité de la CSRD. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous l'appropriez et comment vous le mettez en dynamique ? Et effectivement, merci pour ce retour d'expérience. Et la question est plus que pertinente. Donc, l'outil auquel Madame fait référence, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un outil qui permet de faire sa cartographie des risques, mais dans un sens de matérialité simple. C'est-à-dire, moi, entreprise, j'évalue mes risques, uniquement au sens négatif du terme d'ailleurs, pas opportunité, et je regarde ce que ça peut donner comme impact sur moi et sur mon environnement proche. La double matérialité, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup poussé effectivement par la CSRD. C'est un concept qui existait avant, mais qui a été vraiment documenté, défini par la CSRD, et CSRD, la directive sur le reporting social et environnemental européen, qui s'applique à un certain nombre d'entreprises en fonction de critères de taille, etc., avec une mise en œuvre progressive. Et du coup, aujourd'hui, l'outil de la MRAE, il ne répond pas à cette notion de double matérialité. Donc on travaille dessus pour éventuellement faire un développement. Je vous ai dit tout à l'heure, on l'a fait d'abord pour les entreprises. Là, on vient de en faire une version pour les collectivités locales et territoriales qui ont un univers de risque un peu différent. Une collectivité, ce n'est pas une entreprise. Les objectifs, les buts de l'organisation ne sont pas les mêmes, donc les risques forcément ne sont pas les mêmes. Donc on a travaillé avec des gens en charge des risques des collectivités pour
définir un univers des risques adapté qui permette de faire une analyse digne de ce nom. Du coup, pour la double matérialité, c'est pareil. On est en train de regarder pour réfléchir à une version double matérialité peut-être, ou une version un peu différente de cet outil. Elle n'existe pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Parce qu'évidemment, cette double matérialité, même si aujourd'hui elle concerne un périmètre limité d'entreprise, au niveau européen et donc au niveau français aussi, par ricochet, elle va quand même être diffusée peut-être plus largement, parce qu'elle implique une notion aussi de chaîne de valeur. Donc vous devez, quand vous êtes soumis à la CSRD, analyser les risques et les opportunités pour vous, pour les parties prenantes externes, tout au long de votre chaîne de valeur. Donc votre chaîne de valeur, c'est vos approvisionnements, vos partenaires financiers, clients, vos actionnaires, les gens qui sont autour, etc. Donc c'est très large, et du coup, par ricochet, l'entreprise qui est soumise va avoir des questions, va avoir une interaction avec ces parties prenantes qui va progressivement, probablement, et c'est aussi un des buts de la directive, très probablement, les amener sur le terrain de la double matérialité, même si ces entreprises-là n'y sont pas purement soumises. Donc oui, c'est intéressant. Et deux, aujourd'hui, on n'a pas de réponse outil disponible sur étagère qui pourrait vous permettre de faire ce que vous faites pour une cartographie des risques normale, enfin classique, historique. Je pense qu'on va demander à Adrien Corré de conclure, mais vous vouliez une dernière question, madame? Alors allez-y. Une dernière question très rapide. Donc, je Rapide. suis Adina Grigoriou, donc de Active Asset Allocation. Bonjour. Je voulais vous demander quelles sont les réflexions que vous avez sur les nouveaux risques engendrés par l'utilisation de l'IA. En 30 secondes, s'il vous plaît, Adrien. En 30 secondes, déjà, il y a un risque et opportunité interne. Donc, c'est bien encadré, mais tirer toute la substance scientifique, des cas d'usage. Voilà. Mais s'assurer que nos données ne partent pas dans l'hyperespace, les données internes de l'entreprise. Et sur le plan assurantiel, c'est encore très, très, très émergent, mais il y aura un jour des sujets de responsabilité civile là-dessus, c'est certain. Mais là, on est vraiment dans une phase où on regarde déjà le sujet pour nous-mêmes. Donc évidemment, on a des cas d'usage, on a besoin d'automatiser, on a besoin de sécuriser sur une technologie qui n'arrête pas de bouger en termes de... Voilà, donc elle est aussi pas totalement stable et stabilisée, mais ça fait partie du futur, bien évidemment. Merci à tous les trois. Adrien, encore un mot pour conclure? Pourra-t-on s'assurer dans 20 ans? Oui, bien sûr, si on s'intéresse à son risque et pas tout seul. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, on va... Voilà. Le temps est très compté, donc on va enchaîner sur la prochaine table ronde sur le pouvoir de la création d'entreprise. Ah oui, je crois qu'il faut qu'on prenne des photos. Alors, on va prendre des photos.